que je propose, c'est dans un premier 45 minutes, je présente le dispositif Université des patients de manière à ce qu'on ait un échange. Alors, entre vous, nous ensemble, tous ensemble, sur ce que finalement ce dispositif met à plat. Parce qu'un dispositif comme celui-ci, une innovation, c'est évident que ça soulève des questions, des questionnements. Et puis, il n'est pas venu comme ça, donc ça m'intéresserait. Puis après, on va parler ensemble. Alors, attendez, ça s'appelle prise en main technique. Donc ça, c'est bon. Donc l'université des patients, donc elle est logée. Ça va devenir un département de médecine Sorbonne Université. Donc en fait, c'était aussi intéressant de dire, mais finalement, une faculté de médecine, elle forme des soignants et elle diplôme des soignants. Et si une faculté de médecine, ça diplômait les malades. Donc vous voyez un petit peu quand même le 360 degrés qu'il faut faire aux institutions. Donc c'est important. Donc là, on a donc la première université qui a accepté ça, qui continue à l'accepter, qui le développe et qui offre plusieurs cursus diplômants. Ce que nous offrons, c'est des diplômes. Alors, une biographie professionnelle express. Donc, bien évidemment, tout a commencé pour moi en 1984, la lutte contre le sida, parce que j'étais dans cette communauté qui a été affectée. Et puis, j'avais aussi derrière moi le féministe, donc les luttes féministes des années 70. Et donc, quand il y a eu le sida porté en plus sur nos épaules, on avait quand même des armes. On avait des armes, les armes du féminisme, les armes du fait que c'était une génération, enfin ma génération. Il faut se resituer aussi dans le contexte de l'époque, qui était un ensemble de révolutions, de promesses d'avenir, de promesses que les choses iraient vers un humanisme, et en même temps, il fallait que ce soit une génération, donc la mienne, jeune étudiante, il fallait qu'on comprenne ce qui s'est passé, et donc quels étaient les auteurs, les concepts, les théories, enfin qu'est-ce qui faisait que ça s'était passé. Et donc c'est vrai que l'épidémie du sida, là, on s'est dit, attends, on ne peut pas ne rien faire. On ne peut pas ne pas être là, on ne peut pas... Voilà. Donc ça a été important, et je dis toujours, il y a un article qui paraît ce mois-ci sur les apports de la lutte contre le sida à la démocratie en santé, que j'ai écrit, et donc je dis toujours que l'Université des patients est l'héritière de la lutte contre le sida. Donc c'est un hommage aux malades du sida que je rends. Bon, après, c'est des petites choses de gens qui ont un travail à faire, donc d'universitaires. En 1993, peut-être quelque chose d'important, j'ai monté un centre de counseling à Médecins du Monde, et où là, on s'est dit, mais c'est peut-être pas aux médecins d'annoncer la séropositivité. Donc on a fait un centre de counseling où des personnes formées au counseling annonçaient la séropositivité, parce que ce qu'on annonce, ce n'est pas seulement un diagnostic médical. Quand on annonce une séropositivité, on annonce autre chose, et donc c'est peut-être... Bon, vous voyez des petites choses. Bon, on va aller rapidement, parce que qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Peut-être l'importance, c'est ce qui a fait que j'ai été acceptée dans le milieu médical. Dans les années 96-97, j'avais émigré à l'époque aux États-Unis. Quand il y a eu les antirétroviraux, il fallait que ces médicaments soient pris à 100% du temps. Or, on savait que l'observance thérapeutique, c'était 80%. Une bonne observance, c'était prendre 80% de ces médicaments, 80% du temps. Donc là, ils ont eu besoin de personnes formées en sciences humaines et sociales. Et là, je me suis portée volontaire. Et donc, j'ai pu faire un essai clinique où on a pu montrer que 4 entretiens faits par des infirmières de counseling, un counseling empathique, avaient un impact sur la charge virale. Donc, on a pu démontrer l'efficacité des interventions de type counseling et empathique sur les comportements d'observance. Donc, on a pu écrire que c'était supérieur à des méthodes autoritaires. Puisque les méthodes autoritaires, à l'époque, c'était s'ils ne sont pas capables de prendre des antirétroviraux, il n'y a qu'à pas leur donner. Sauf que c'était quand même des outils
de remise en vie, et c'était les seuls outils efficaces dont on disposait. Donc si vous voulez, cette lutte contre le sida, ce qui a été passionnant, c'est que c'était des tensions en permanente. On avait un outil de dépistage. Ah ben oui, mais on ne pouvait pas dépister comme ça. Hop, on a exigé counseling, préparation, etc. On a même exigé que l'annonce de résultats négatifs soit aussi du counseling, puisqu'il fallait aider les gens à rester négatifs. Il y a eu les traitements. Hop, on ne va pas les donner à ceux qui ne sont pas capables de les prendre. Et d'ailleurs, après, vous avez l'image de l'Afrique, puisqu'en Afrique, il a fallu faire du plaidoyer pour démontrer que c'était coût-efficace de donner des traitements dans les années 2000 dans les pays sanitaires dits à ressources limitées, etc. Donc, si vous voulez, c'est un exemple de maladie où sans arrêt, il fallait être sur les... Encore l'année dernière, pour faire sauter le fait de traitements funéraires refusés aux malades du sida. Enfin, sans arrêt. C'est une maladie qui nécessitait des interventions. Donc ça, c'est pour faire rapide, juste pour vous donner 2 ou 3 choses sur ce qu'on appelle effectivement l'engagement. Et puis, voilà, les publications, évidemment. Alors, l'université des patients, c'est toujours intéressant de revenir au basique. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est 4 diplômes et une vision stratégique en santé. Un diplôme, démocratie en santé. Il s'appuie sur la loi de modernisation sur 2002, une loi qui dit que les patients devront être présents dans les instances consultatives et délibératives en santé. Le rapport démocratie l'an 2, la démocratie sanitaire, dit oui, c'est bien, il y a des patients, ils participent, etc., mais souvent ils sont utilisés comme alibi, on leur demande la parole juste à la fin de la réunion, c'est pas possible. Et peut-être aussi, il faudrait des espaces, des lieux où former ces patients à être représentants des usagers. Donc il y a les formations sur 2 jours, mais il y a aussi des patients qui veulent apprendre à construire et à faire du plaidoyer. Donc voilà, vous avez donc ce DU, démocratie en santé. Donc c'est un diplôme pour des patients, des associations, des personnes qui veulent venir apprendre à faire du plaidoyer et à gagner évidemment leur plaidoirie. Un autre diplôme, formation patient partenaire en cancérologie. Le plan cancer 3, qui dit les patients, ça serait bien. En plus, il y a très peu d'éducation thérapeutique en cancérologie. Il faudrait que les patients participent. Donc le plan cancer disait il faut faire quelque chose. Il faut des patients experts, des patients en éducation thérapeutique, etc. Donc on a appuyé le diplôme sur une recommandation et un plan. Le diplôme éducation thérapeutique du patient en France, en 2008, sort donc un rapport, une loi, la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Donc l'éducation thérapeutique, pour que les programmes soient agréés en France par les agences régionales de santé, il faut qu'il y ait des patients ou des associations de patients qui aient participé à la co-conception, à leur réalisation et qui soient invités à co-animer des parties du programme, notamment sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales ou compétences d'auto-soin. Donc, on pouvait là aussi dire, puisqu'il y avait des diplômes existants à destination des soignants, la majorité des diplômes en éducation thérapeutique sont à destination des soignants. Là, l'idée, c'était de faire un pas de plus, en disant, dans vos diplômes à destination des soignants, est-ce que vous pourriez mettre des patients? Baf, non, personne trop le fait. Je l'ai fait. Parce que je dirigeais ce diplôme et je dirigeais le master d'éducation thérapeutique. Donc, vous voyez, c'était juste dire, et si ils se formaient ensemble? En plus, c'est trop bien qu'ils se forment ensemble, parce qu'il y a les patients qui découvrent la vulnérabilité des soignants, puis il y a les soignants qui découvrent les forces de patients. Donc, en plus, c'est très intéressant. Et puis après, il y avait le master. Donc ça, c'est important de dire que ce n'est pas des diplômes comme ça, juste... c'est des diplômes qui correspondent à des intérêts de santé publique, à des intérêts de santé collective et à des problématiques de santé qui sont travaillées par d'autres. Et c'est de dire, eh bien, dans tous ces diplômes-là, mettons des patients qui vont donc pouvoir orienter les politiques publiques de santé. Bien évidemment, je dirais tout à l'heure, dans ces diplômes-là, on verra quand on discutera des modes de recrutement, parce qu'on laisse nous aussi des facilités, des libertés, etc. C'est pas...
Bon, c'est déjà le débat. Donc en chiffres et en mots, donc je vais aller rapidement. Donc des structures existantes en France et sur d'autres en projet, mais ça a du mal à démarrer, notamment ce qui est difficile, c'est la diplomation. On a plus de 200 patients diplômés, donc là on entame un travail de recherche où les 200, on pourra savoir dans quelques mois exactement un par un, on sait déjà beaucoup de choses, hein, où ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'on pourrait nous améliorer. Vous voyez, on va repartir dans notre histoire. 300 acteurs de santé ont été co-formés avec des malades, ça c'est important. On a maintenant dans ce diplôme d'éducation thérapeutique DU des gens à qui on dit on n'a plus de place ou quoi que ce soit, et disent non, on veut vraiment être chez vous. On dit mais pourquoi? Attendez, il y a d'autres DU, en plus à Paris, il y a plein de DU en éducation thérapeutique. Non, nous, on veut être co-formés dans un diplôme où il y a des malades. C'est intéressant, vous voyez, de voir. Donc, les pathologies représentées, plus de 20, donc là, il y en a quelques-unes de mise, mais il y en a beaucoup plus. Ça, c'est de la communication. Donc, c'est la communication pour faire savoir, puisque si on fait de la démocratie en santé, c'est de faire savoir, et donc pas rester seulement dans les réseaux, soit d'universités, soit d'associations. Une communication pour recruter directement, enfin faire que quand on a une innovation, on doit la faire connaître. Et puis c'est une communication parce que on est en train d'institutionnaliser, mais pour l'instant on fonctionne au mécénat. Donc c'est à nous d'aller chercher les moyens dont nous avons besoin à l'Université des patients, même si on a une participation de Sorbonne sur les locaux, mon poste est mis à disposition, le téléphone, etc. Mais le reste, notamment quand vous diplômez des malades, il faut savoir que les malades, 960 € d'allocation adultes handicapés sud de la France, il faut un hôtel ou quelque chose de pas très cher, il faut un billet de train, il faut payer les frais d'inscription qui étaient à 500 €, je suis en train de les faire repasser à 150, il faut acheter sa carte d'étudiant à 179 €, donc ça suppose du mécénat. Puisque nous ne voulons pas que l'université des patients soit tellement restrictive que quelqu'un qui n'aurait pas d'argent ne pourrait pas y venir. Donc vous voyez, donc on fait tout un travail, on a un service d'aide sociale qu'on a construit avec du mécénat, etc. Donc on se sert de la communication pour ça aussi. Donc ça c'est rapide. Et puis pour maintenir le politique, parce qu'au départ, vous savez, quand dans une université vous diplômez des malades, ils ne sont pas trop sûrs non plus. Et puis il y a forcément dans cette université des gens, ce qui est normal, hein, ça fait partie de la résistance au changement. Si ça pouvait s'arrêter, ça serait peut-être bien, etc. Bon, le fait que quand ça passe sur Arte, France Inter, machin, Le Monde, ils disent ah bon, alors c'est chez nous, c'est peut-être bien pour nous. Donc on le garde. Donc maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, on a fait notre chemin de croix. Nous sommes accepté, et même on fait partie maintenant des bonnes notes de notoriété de l'université, puisqu'on est partout. Donc ça, c'est tout ce que peuvent faire les patients au niveau mondial. C'est pour ça que c'était en anglais. Donc un patient, il peut être partenaire dans le soin. Un patient, il peut être formateur en santé et dans le soin. Un patient, il peut être coach, tout ça après formation, etc. Un patient, il peut être chercheur. C'est ce qu'on appelle les chercheurs communautaires. À Aide, il y avait Le Gall qui faisait très très bien ça, qui fait toujours, je pense. Et donc, c'était complètement important d'avoir des chercheurs issus des communautés dans les communautés. Il peut être case manager. Il peut être consultant dans les agences de communication. Pratiquement toutes les semaines, on a une demande nous, pour qu'ils fassent... Est-ce qu'ils accepteraient, est-ce que ça les intéresse, moyennant paiement bien sûr, de travailler sur une brochure. Les brochures faites à destination des patients, quand elles sont faites dans les agences de communication médicale, elles sont faites par des médecins, des experts, et puis on n'y comprend rien, et puis c'est niveau déjà bac plus 5, enfin bon, donc ça ne va pas. Donc l'idée, c'est de faire des outils. Il peut être expert en démocratie et en citoyenneté, un patient. Il peut être faire un travail de plaidoyer pour des traitements et du soin. On a besoin. Dans la lutte contre le sida, on s'est beaucoup appuyé sur les patients pour faire avancer les thérapeutiques. Le monde du soin avait besoin, les politiques publiques avaient besoin du travail des patients pour faire avancer.
la mise sur le marché de certains traitements, pour mettre en place des essais thérapeutiques, pour prendre des décisions, etc. Et puis il peut faire aussi du counseling sur l'observance thérapeutique. Donc ça, c'est intéressant de voir le monde. Et il en manque sûrement, et vous allez en trouver d'autres, moi aussi, donc il faudra continuer. Là, c'est ce qui existe déjà. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un petit carré, là, je peux vous dire, ça c'est telle ville, ils font ça, ça c'est telle publication. Bon, pour l'instant, on a ça. Alors ça, c'est intéressant. Hospice civil de Lyon, un centre hospitalier qui dit, voilà, fiche de poste d'usager coordinateur, et qui dit qu'il veut donc expérience patient, partenariat patient, une mission, il veut répondre à un enjeu, et donc il veut ouvrir un poste patient. Alors c'est très émouvant. La personne qui a été recrutée, bon déjà elle a été recrutée, elle vient de l'Université des patients, mais ça à la limite, c'est cocorico, on est content. Non, ce qui est émouvant, c'est qu'elle est là aujourd'hui. Et elle prend son poste dans 10 jours et elle interviendra. Je passe rapidement, puisque selon les publics, voilà, sur les partenariats institutionnels, c'est-à-dire avec qui d'autres on travaille. En plus, c'est pas fini, on en a plein d'autres en cours, donc on n'est pas seul. La GFIP a un point particulier, puisque tout le problème sur lequel moi je travaille, j'en parlerai dans une autre diapo, c'est le problème des patients. Une fois qu'ils sont diplômés, on a 30% des patients qui veulent absolument et qui viennent à l'Université des patients parce qu'ils veulent travailler. Et de l'autre côté, d'ailleurs, on a des offres d'emploi. Donc la question, c'est quand un patient a l'allocation adulte handicapé, qui est une protection sociale, s'il en sort pour prendre un travail, nous voudrions qu'il y ait une loi qui lui permette de retrouver son allocation adulte handicapé en fonction de sa santé. Donc on est en train de travailler avec les institutionnels qui s'occupent de ça. Alors, les objectifs de l'Université des patients à ce jour, puisque nous retravaillons tout. On a ouvert en 2009-2010, on s'est développé à partir d'un mécénat substantiel à partir de 2015, donc on a 3 ans. Donc on reprend tout pour d'ailleurs un deuxième mécénat à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était ? Répondre à une demande grandissante des personnes vivant avec une maladie chronique de pouvoir mobiliser leur expérience, faire reconnaître leur expertise au service de la collectivité. C'est-à-dire, c'est de dire, dans la société, il y a des compétences quelque part, il y a des gisements de compétences, ça serait bien de les regarder. Ah oui, c'est où ? C'est dans telle école. Non, il y a des gisements de compétences, il y a des gens qui ont des expériences d'ailleurs qui peuvent être assez tragiques, ce sont quand même des expériences hostiles. Ils ont acquis des compétences, des savoir-faire. Il faut transformer, voir ces compétences-là, les donner, parce que souvent c'est ce qu'ils veulent faire. Vous savez, quand ils ont vécu des trucs durs, ici il y a des patients, donc vous le savez, il y a une partie des patients qui vient à l'Université des patients en disant « ce que j'ai vécu, je ne veux pas que ça recommence, donc je vais travailler ». Puis il y a d'autres d'ailleurs, ce que j'ai vécu, c'était tellement super que j'ai envie moi aussi de travailler dans le monde du soin, j'ai envie de rendre, peu importe, tout est possible. Mais il faut que ces compétences-là, ces gisements de compétences-là, puisqu'on parle d'expérience patient, on améliore l'organisation du soin, mais pas que, aussi la société, tout entière, sur justement la maladie, la stigmatisation, enfin tout ce qui se passe. Donc l'idée c'est ça, d'aider des personnes qui le désirent, qui ont un désir fou, c'est leur passion, qui veulent transformer leur expérience, comme dans le sida, les gens, notre mort, à quoi elle peut servir ? On va mourir, c'est sûr, à quoi ça pourrait servir ? Et après, en 95-96, ok, on va revivre, on va être survivant. Mais le fait qu'on ait eu le sida, qu'il y ait eu tout ça, tout ce qui s'est passé, à quoi ça pourrait servir ? Vous voyez, ce sont ces choses-là qui sont des choses très fortes et qui sont dans nos sociétés, qui sont là. Il suffit de les entendre et puis de proposer des dispositifs. Objectif 2, participer au maintien de l'employabilité des malades par la création de cursus diplômants s'inscrivant dans l'émergence des nouveaux métiers de la santé. Donc nous, on a un gros bouquin qui s'appelle « Métiers émergents de la santé ». Ce sont des métiers d'ailleurs au service des professions de santé. Donc il faut le regarder, puis dire, il faut peut-être créer des nouvelles professions, tout simplement avec des RNCP, des catégories, etc. Il faut s'intéresser à ça. Les malades sont de merveilleux acteurs de santé au sens large.
On verra. Ils verront eux aussi d'ailleurs les mots qu'ils veulent employer, etc. pour se définir. Mais il y a une demande. Objectif 3, renforcer le droit à la formation et à l'éducation tout au long de la vie. Si quelqu'un n'est pas en situation de travailler, invalidité, allocation adulte handicapé, dans notre pays, je ne sais pas comment c'est dans le vôtre, mais personne ne paye s'il veut se former. Le droit à la formation et à l'éducation tout au long de la vie est réservé aux travailleurs employés, salariés, etc., ou qui cotisent, mais en tant que travailleurs. Donc cette loi elle date de 1995, et je me disais, mais comment ça se fait que personne ne s'est intéressé au fait qu'il y a 17 millions de malades chroniques, 10 millions d'adultes, que le temps de la maladie, du rétablissement, de l'après-maladie, de la réadaptation, et puis le temps même de la fragilité qui fait qu'on se retrouve donc avec une protection qui s'appelle allocation adulte handicapé, 1 million de personnes. Personne n'a fait des offres de formation à l'égard de ces publics, des offres de formation rémunérées, prises en charge. C'est fou quand on réfléchit maintenant. Bon, il y a ça, puis faut se battre. Mais c'est comme si les malades chroniques, même une fois rétablis, dans un coin de la société, aucune offre à leur égard. C'est énorme. C'est intéressant de rester chez soi, regarder la télé sur un canapé. Ben non. Ben non. On peut peut-être proposer autre chose aussi. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler là sur des projets e-learning, etc., parce qu'il y a aussi les malades allongés, les malades qui ne peuvent pas bouger, les malades qui n'ont pas beaucoup de force physique et mobile. Donc il va falloir aussi faire tout ça. Enfin, faire tout ça, moi je fais une partie, d'autres vont pouvoir suivre, il ne faut pas exagérer. Hein. Ce n'est pas tout sur la même épaule. Hein. Et aussi renforcer la légitimité, ça c'était mon passé de volontaire d'association. Je travaille toujours avec les associations, des volontaires et bénévoles des associations pour leur permettre de faire reconnaître par un diplôme leur expérience de terrain en termes de compétences mobilisées et acquises. Ça, c'était quand il y avait des plans sociaux dans les associations, parce que ça existe aussi. Et tout d'un coup, ben voilà, l'association allait fermer, les locaux allaient fermer, les gens qui étaient bénévoles, ils avaient traité pendant des années des choses extraordinaires, des sacrés experts, comme on dit, et rien au bout. Donc là, on réservait un nombre de places pour qu'ils aient directement une entrée en DU, une entrée en Master 1, une entrée en Master 2. Donc on a aussi aidé les associations et des bénévoles d'associations à ce qu'ils mettent tout de suite, par le biais de la validation des acquis de l'expérience, leur expertise, leur savoir-faire, qu'on transforme ça en un diplôme en disant quel diplôme tu aimerais avoir, comment on peut faire, etc. Juste aider, quoi. Là, je ne sais pas, voilà, on est à combien de temps? Je regarde, tac, tac, tac. 30. Ah oui, alors il faut y aller, d'accord. Ah oui, donc ça c'est les fondements théoriques, donc je pourrais peut-être les reprendre tout à l'heure dans la discussion parce qu'il y aura des questions qui vont renvoyer à ça. Donc juste les approches capacitaires de la vulnérabilité, je reviendrai dessus dans le débat, mais c'est un grand débat. C'est-à-dire que pour l'instant, les malades, dans les écrits, y compris d'ailleurs les écrits théoriques universitaires, etc., et dans les sciences humaines et sociales, on a approché avec un modèle dominant qui est le modèle de la maladie. Le modèle de la maladie, c'est un modèle déficitaire, c'est un déficit d'organes et autres, quoique si on prend Canguilhem, etc., c'est peut-être pas bon. Mais mettons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc il y avait une tendance, si vous voulez, à dire un malade, il y a quelque chose qui ne va pas côté médical, donc forcément il y a quelque chose qui ne va pas aussi dans sa tête, machin, psychologique, etc. C'est une espèce de regard quand même invalidant ou disqualifiant, porté sur la maladie. C'est comme si le mot maladie, c'est très bien, il y a tout ce qui se passe là, les soignants, etc. Mais à côté, dans la société, c'est un modèle qui l'incapacite, d'accord? C'est-à-dire on lui enlève des droits, le droit à l'emprunt, le droit à ci, le droit à ça, le droit à l'éducation. Donc c'est une grosse lutte là-dessus, c'est un gros boulot. Donc après, on peut aller... prévention de la faillite sociale des malades, j'y reviendrai. Nos valeurs en action, donc des groupes de travail à côté de l'université des patients, donc des groupes de travail de plaidoyer. Donc là, on fait un plaidoyer pour le revenu thérapeutique universel, une écoute des terrains, une immersion en oncologie. Moi, je suis en oncologie, je vous dirai 2 ou 3 choses. Une participation aux politiques publiques. Donc on traite des dossiers, le statut du malade demain, les bénéficiaires, l'employabilité, les lois travail, enfin tout ce qui va. Il y a des masterclass à la demande pour les gens qui pourraient dire, comme Brigitte disait tout à l'heure, bah oui, mais enfin tout le monde n'a pas envie d'un diplôme, etc. Bah, ça tombe bien, parce que justement, depuis 2 ans, on fait des
masterclass qui sont demandées par des associations ou des malades qui viennent nous voir en disant est-ce que vous pouvez nous organiser quelque chose. On a besoin de créer du plaidoyer ou on a besoin simplement d'apprendre à communiquer entre nous, enfin peu importe, mais on essaye donc de faire ce qu'on appelle des produits dérivés de l'université. Donc l'université des patients, l'université de la deuxième chance, inclusive, solidaire, citoyenne, donc les questions de recherche. Donc on a un groupe de recherche, plusieurs, parce qu'on est en train justement de partenariser avec des instituts de recherche. Donc, quelles sont les théories, quelles sont les méthodes pédagogiques pour enseigner aux malades? C'est quoi finalement quand on a une classe et qu'il y a 25 malades, une classe universitaire? Tu fais quoi comme pédagogie? Tu fais un diaporama et puis tout le monde en rondognon, ou tu mets les gens en groupe? Il y a des moments où... C'est quoi? C'est traditionnel comme pédagogie? C'est-à-dire c'est comme à l'école? Ou vous faites quelque chose d'autre? Donc nous, on veut faire quelque chose d'autre. Donc on en parlera tout à l'heure. La refonte des référentiels de formation, la création de nouveaux outils pédagogiques, donc faire que chaque étudiant reparte avec son portfolio de compétences. Donc dans les associations, moi j'ai fait pas mal de travail sur la création des portfolios de compétences des patients experts, des patients partenaires. Comme ça, quand ils arrivent à l'ARS ou quand ils arrivent dans une autre association ou chez les soignants, ils disent voilà mon portfolio de compétences. C'est pas je suis malade, j'ai telle maladie, et puis il faut raconter pour la énième fois. Non, c'est pas ça. Voilà ce que je sais faire, et voilà ce que je peux faire dans votre service. Donc c'est extrêmement important. Les journaux de cours, les récits biographiques, faire le point avec son histoire, etc. C'est-à-dire que ce soit un lieu aussi où on vienne pour soi, pour être heureux, pour être bien, pour réfléchir, pour en profiter, quoi. Profiter de ce moment. Moi je dis c'est un espace transitionnel. Beaucoup de patients disent finalement d'être venu, ça m'a aidé à me rétablir. Un rétablissement. Donc un exemple de référentiel de formation du diplôme universitaire. Donc voilà, c'est pas évident de faire venir des enseignants et des collègues en disant tu vois, tu vas enseigner là-dessus. Comment ça, je vais enseigner là-dessus? Écrire sur soi, à soi pour soi. Oui, il faut qu'ils aient un temps pour qu'ils puissent, et puis qu'ils apprennent aussi à écrire sur soi, mais pour autrui. Parce que quand ils seront à la télé ou qui seront dans un groupe de soignants, il faut parler de soi, mais c'est pour autrui. Donc il faut se détacher par rapport à soi. Donc il faut avoir eu la possibilité de travailler soit sur soi, mais après. Et puis peut-être aussi écrire sur soi, travailler, parler pour faire du plaidoyer. Donc oui, c'est pas juste une fac avec des connaissances et des diaporamas, quoi. Des savoirs existentiels, le fait qu'ils soient justement plusieurs, ensemble. Donc les dimensions de son expérience en la confrontant à celles des autres. Et ça, c'est extrêmement important. Tous dans les évaluations, mettre en commun les dimensions de son expérience et surtout prendre conscience de la diversité des expériences. On dit le cancer. Non, il y a 25 personnes qui ont eu un cancer. Et il y a 25 expériences. Donc après, la personne, quand elle parlera, quand elle sera patient partenaire, elle sera déjà prête puisqu'elle en a entendu 24 autres. Elle saura que son cancer, c'est pas que son cancer, elle se souviendra un tel. Bon, attendez, j'ai peu de minutes là, il faut que je me dépêche. Et puis évidemment, là, c'est l'expérience patient. Repérer, lister les points sensibles et difficiles dans son parcours de soins en cancérologie. Donc là, ce sont les gens qui viennent enseigner. On prend des professeurs de médecine, des chefs de service. Enfin, on veut donner le mieux à nos étudiants. Parce qu'au départ, on m'avait dit, on mettra des internes. J'ai dit non, j'adore les internes. Mais non, je veux aller à l'université des patients que les gens y soient fiers d'avoir eu Véronique Leblond en hématologie, Catherine Usan en hématologie, Joseph Ligorov, l'HAS en démocratie en santé, l'ARS. Et c'est comme ça qu'on a eu, donc, avant qu'elle ait son poste, Agnès Buzyn. Ils sont fiers de dire, moi, on était à 25, on a eu cours avec la ministre. Non, elle n'était pas encore ministre, mais ça va. Elle était directrice de l'HAS, c'est quand même pas mal. Donc vous voyez, ça c'était complètement important aussi, de faire quelque chose qui... pas une sous-marque. Donc, ils ont des meilleurs enseignants que les étudiants de médecine de première année. Ils sont contents. Et puis, là, quelque chose sur lequel j'essaye de voir si je peux développer ça. C'est pas facile. Développer aussi pour soi une pratique du prendre soin de soi et de prévention. Par exemple, cancer après cancer. Il y a peu de minutes, donc on va aller plus vite. Donc les connaissances en oncologie, bien évidemment, parce qu'ils vont travailler en oncologie, hémato. Donc il y a des cours.
La pratique de l'accompagnement, comment accompagner, sachant qu'en plus, il ne s'agit pas seulement d'accompagner des patients, il s'agit d'accompagner une équipe. Mais c'est compliqué d'accompagner une équipe de soignants. Sachant que les patients, souvent, ce sont des excellents coordinateurs de parcours patients, parce que c'est eux souvent qui coordonnent leur propre parcours, hein, donc ils connaissent un peu. Mais là, alors des compétences relationnelles, counseling et autres, de l'ingénierie de projet, parce qu'il faudra, on en parlait justement avec Brigitte, justement ça devient un projet une fois qu'ils sont dans la place, donc il faut qu'ils puissent voir quel projet on va faire ensemble, réussir bien sûr son parcours universitaire et se professionnaliser pour ceux qui en ont envie. Donc là, c'est un groupe de patients qui va faire dans le symposium, le colloque de Spano, donc 4 vont faire une intervention sur les annonces en oncologie. Oui, donc du coup, on les forme à ce qu'ils puissent, dans un congrès, animer un congrès. Bon, puis lire, etc. Ça, c'est des projets. Donc, je vais essayer d'aller plus vite. Je vais... Encore 5 minutes. Ah oui. Ça va. On se débrouille toujours. Donc, je vais ajouter le rétablissement. Donc, une formation, ça sera DU patient partenaire et mentor de rétablissement, quelque chose comme ça. D'accord, tac, c'est des publications sur le rétablissement. On va très vite, on passe là. 102 patients qui sont formés à l'éducation à Sorbonne, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc on a les résultats sur 57 ou 62. Donc ils interviennent depuis, d'autres intervenaient avant. Donc s'ils intervenaient avant, c'est intéressant parce qu'en fait, ils intervenaient avant et ils viennent parce que le diplôme a un effet de légitimation. C'est-à-dire l'équipe dit tu devrais faire ce diplôme comme ça. Hein, donc, et ceux qui n'intervenaient pas avant interviennent après. Donc où est-ce qu'ils interviennent? Donc en milieu de soins, en association, c'est choix multiples bien entendu. Dans les centres de formation, vous voyez, ils vont enseigner à 24%. Dans les instances de santé, dans les entreprises autres. Est-ce que vos interventions en tant que patients experts sont rémunérées? Donc 16, 29 sur 42. 16 ont créé donc auto-entrepreneur ou une association ou intégré une société de portage salarial. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que les patients qui interviennent sont rémunérés. C'est un petit peu ça la philosophie de l'Université des patients. Ne pas exploiter la denrée patient, la ressource patient. Selon vous, votre expérience dans la maladie a-t-elle vraiment été prise en compte lors de votre intervention? Oui. Avoir étudié à l'UDP a eu un impact sur ma vie. Donc on voit bien, vie personnelle, vie professionnelle, vie sociale, vie familiale. J'ai réussi. Ouh. Bon, j'ai un petit peu glissé, hein. Je fais de la glisse là, à la fin. Très riche, très nourrissant. Remercier Catherine. Moi, je m'appelle Pascale Larson. Je suis actuellement le parcours de mission d'accompagnement en cancérologie. Et quand j'ai su qu'il y avait cette intervention de Catherine, je suis plutôt venue comme spectatrice plutôt que comme personne venant témoigner. Mais puisque l'occasion m'est donnée, je vais vous raconter brièvement mon parcours. Donc moi, je travaillais en Suisse, j'habite pas très loin, j'étais frontalière et j'ai été malade du cancer en 2012-2013. Voilà, donc j'ai eu un parcours d'emblée, parce que c'était mon caractère de patiente, j'ai envie de dire, à beaucoup exposer ce qui m'arrivait. Donc j'ai documenté mon parcours, c'était pour moi, j'avais besoin de me tenir là-dedans et j'ai tout de suite été en contact avec des associations, notamment une ici qui s'appelle Savoir Patient. On avait fait une grande expo qui est encore au Bain de Crécy. Voilà, moi j'étais à l'origine de cette campagne. Voilà, il y avait quelque chose en moi qui était de dire, voilà, quand on est malade ou quand on est patient, on a peut-être quelque chose à dire. Donc c'est quelque chose qui a été comme ça en filigrane dans tout mon parcours. Et puis, je me suis intéressée à tout ce qui était le sport santé. Je suis maintenant présidente d'une association à Annecy qui s'occupe de Dragon Boat. Et puis, j'étais très proche du docteur Christine Janin, qui a une association qui s'appelle À chacun son Everest, qui accompagne les femmes qui ont un cancer du sein. Au départ, c'était les enfants, autour de séjours résilience, on va dire, en montagne. Donc, il y avait toute la dimension du sport, du dépassement de soi, de l'estime, il y avait tout ça qui était en jeu. Et aujourd'hui, en faisant mon chemin, j'ai déroulé tout un tas d'expériences.
et je suis en train de mettre sur pied un espace de répit pour ces femmes à Annecy. Voilà, donc c'est un grand espace qui va faire 300 mètres carrés, qui est adossé, qui est porté par cette association. Et l'idée, c'est effectivement de dire qu'il peut y avoir des lieux ressources comme ça pour accompagner la maladie et le rétablissement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une très grosse prise de conscience avec l'Université des patients sur cette notion de rétablissement. Voilà, et sur cette notion de si on va vivre plus longtemps avec le cancer ou si on se rétablit du cancer, qu'est-ce qui se passe après ? Personnellement, je vis une récidive métastatique assez avancée, donc je connais bien la question, c'est-à-dire de se dire « Ok, je sais faire plein de trucs, il y a plein de trucs que je peux apporter aux patients, en même temps j'ai une fragilité, en même temps où je me situe dans la société, à quel endroit on me donne du travail, à quel endroit on accepte que je ne sois pas là parce que j'ai des soins que je ne choisis pas tout le temps. » Donc il y a tout ça qui était en jeu. Donc il y a aussi une vocation sociale dans ce témoignage-là. Et puis j'étais très excitée à l'idée de se dire de normer ses compétences. C'est-à-dire de se dire, ok, nous on les connaît, nos compétences, on les a éprouvées, mais de se dire comment on va les communiquer à des patients, comment on va les communiquer à des soignants et comment on les référence. Voilà. Et puis surtout, de vivre ça avec d'autres personnes qui ont été malades et puis avec des soignants. Déconstruire aussi cette relation qu'on a aux soignants. Vous savez, il y a le médecin, il y a le cancérologue, le radiologue. Et puis c'est aussi déconstruire tout ça et puis les écouter aussi parce qu'ils ont aussi des problèmes dans un système de santé qui n'est pas toujours juste. Donc c'est aussi d'adopter cette position-là pour vraiment devenir partenaire. C'est-à-dire se dire, ok, moi je l'ai vécu de l'intérieur, vous le vivez autrement, comment on peut faire au mieux avec tout ça ? Voilà, donc c'est l'expérience que je vis à l'Université des patients et que je ne pensais pas vous témoigner aujourd'hui, mais que je vous témoigne aujourd'hui avec grand plaisir. Voilà, merci.